et plus aller vers notre politique, là peut-être que quelque chose pourra changer. Obama l'a demandé, mais le gouvernement Netanyahou ne l'a pas fait, et ce gouvernement ne le fera certainement pas. Il faudra voir si Obama hausse le ton et passe à des phases plus concrètes. À partir du moment, comme le disait Pascal Boniface, où les militaires américains commencent à dire l'obstination des dirigeants d'Israël commence à nous mettre en danger, nous. Et donc on ne peut pas mener les guerres qu'on est obligé de mener, ni la nouvelle politique arabo-musulmane de Baba, voire le discours du Caire, parce qu'il y a ce handicap. Ça, c'est très très nouveau. Beaucoup d'experts le disent aux États-Unis, mais discrètement, depuis longtemps, où ils l'écrivent dans des livres. Mais le fait de dire ça comme ça, à ce niveau de responsabilité militaire, c'est nouveau. Donc il faudrait en fait qu'ils disent aux Israéliens, écoutez, ça suffit comme ça, on va vous aider à régler le problème, on va vous sortir du piège dans lequel vous êtes mis tout seul, on va régler le problème, tout le monde connaît la solution, on fait des deux États, on sécurise l'ensemble, etc., etc. Donc vous êtes plutôt optimiste sur un changement de politique américaine? Je suis pas optimiste, ça serait trop dire. C'est tellement difficile. Mais je suis pas complètement pessimiste. Bon, d'accord. Je pense pas que ce soit absolument impossible. La priorité quand même du Proche-Orient, enfin Proche-Orient, Moyen-Orient, est-ce que c'est pas l'Iran avant le conflit israélo-palestinien? Ça, c'est la version un peu israélienne, de dire que le conflit du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien n'est pas la matrice d'une guerre des civilisations, que c'est un conflit qui est limité, donc tout à fait gérable, et que le danger principal, qui était il y a 5 ans l'Irak, est maintenant l'Iran. Donc il y a effectivement une stratégie à grossir un peu une autre menace, partiellement pour ne pas faire du conflit israélo-palestinien un conflit essentiel. Alors l'Iran est un problème, effectivement, que la politique d'Obama, d'ailleurs, tend plus ou moins à, non pas à régler, mais à changer la donne. On est plus près d'une solution avec la politique de la main tendue d'Obama qu'on était près d'une solution avec la politique de l'axe du mal de George Bush fils. Tout simplement, comme il y a une offre de dialogue à l'Iran, les thèses les plus radicales en Iran ont moins de raisons d'être suivies. On voit bien que les troubles politiques intérieurs iraniens sont en grande partie l'effet de la main tendue d'Obama. Et si d'autres pays qui autrefois étaient réticents à des sanctions contre l'Iran, si l'Iran continue à aller vers le nucléaire, sont maintenant plus ouverts, comme la Russie et la Chine, c'est aussi parce que la politique d'Obama ne leur apparaît pas comme une volonté de dominer le reste du monde, mais d'affronter un problème réel, par ailleurs, l'éventuelle accession de l'Iran à l'arme nucléaire. Alors la Chine, on en vient justement à la Chine parce qu'en 10 ans, la donne aussi a changé au niveau de l'équilibre planétaire. Les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance mondiale, d'autres pays ont émergé, et notamment la Chine. Charlotte Grégory. Troisième puissance économique mondiale, ces 10 dernières années, la République populaire de Chine est devenue incontournable. Son adhésion en 2001 à l'Organisation mondiale du commerce confirme son émergence. Pendant la décennie, la Chine connaît des taux de croissance oscillant entre 8 et 10%. Illustration de cet essor, l'implantation du pays en Afrique. En 2005, la Chine est le 3e partenaire économique africain. Des résultats économiques qui ne permettent pas d'effacer la réalité des droits de l'homme. En août 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, le monde entier s'interroge sur un éventuel boycott de l'événement. Répression de manifestations au Tibet, censure, peine de mort pour les opposants politiques, des violations qui demeurent une réalité chinoise. Alors c'était l'événement que vous aviez choisi parmi, et puis vous aussi d'ailleurs, enfin en tout cas le changement d'équilibre planétaire. Comment on explique cet essor incroyable de la Chine ? Par une politique économique avisée, le moins qu'on puisse dire, parce qu'avoir 30 ans de croissance économique à peu près, effectivement, comme il a été dans le reportage, de 10% par an, et de prévoir que ça va au moins continuer les 10 prochaines années, c'est inconnu dans l'histoire. Personne n'a fait cela, même le Japon à ses plus belles heures. Et quand c'est en plus le fait d'un pays de la taille de la Chine, eh bien, le fait que la Corée du Sud ou que le Japon se développe, que des nouveaux pays industrialisés se développent, c'est important. Mais les conséquences mondiales sont limitées, relativement limitées. Quand c'est la Chine, ça a un bouleversement sur le reste de la planète, surtout que ce bouleversement se fait à une époque de mondialisation et que ce n'est pas un développement auto-centré, tourné sur lui-même, sans relation avec le monde extérieur. Hubert Védrine ? Même remarque, mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas que la Chine. Oui, c'est pas que les États-Unis. Vous pensez à quel autre pays ? Non, je dis globalement, ce sont les Occidentaux, globalement, américains et européens, qui conduisent le monde depuis 4 ou 5 siècles, européens puis américains, et qui n'ont plus le monopole. Ils restent très puissants, les plus riches, etc., mais ils n'ont plus le monopole. On le voit bien dans toutes les conférences internationales. N'importe quel sujet doit être discuté et débattu avec les autres. Alors la Chine, c'est le phénomène... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est équitable. En tout cas, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, mais les Occidentaux ne sont pas du tout prêts à ça.
Pas du tout prêts. Ils continuent à penser que c'est eux qui disent la norme des choses, qui disent ce qui est bien ou mal, ce qui est fréquentable ou pas, ce qui est éthique ou pas, ce qui est démocratique ou qui ne l'est pas, etc. Et petit à petit, il y a un autre monde qui surgit, la Chine étant l'élément le plus spectaculaire et le plus bouleversant, mais les pays émergents, il y en a une quarantaine. Une quarantaine. Les Asiatiques, ils sont 3 milliards. Il y a des pays émergents également en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc c'est un paysage mondial complètement différent. Et nous ne sommes absolument pas, notamment, permettez-moi de le dire, dans le monde médiatique, mais c'est vrai dans le monde intellectuel, c'est vrai dans le monde des ONG, c'est dans une partie du monde politique. On n'est pas du tout prêt à ça. On continue à penser que nous sommes au centre des choses, alors qu'un monde s'organise dont on sera, dans le meilleur des cas, un des pôles. En Europe, c'est même pas absolument sûr, en fait. Et il faut qu'on se prépare d'urgence à ça. On n'est pas prêt à ça. Pour illustrer ce que vous nous disiez sur l'émergence de d'autres pays du Sud, notamment en Amérique latine, il y a évidemment le Brésil qui est un modèle pour le sous-continent, même si ce terme n'est pas très joli. Explication de Mireille Lemarest, qui est chef du service Monde de France Info. Le président Lula, 2006, deuxième mandat du président Lula avec sur le t-shirt Victoria do Brasil. Et donc 8 années aujourd'hui au pouvoir pour le président Lula qui a transformé son pays. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a donc 8 ans, le